Cette vidéo est sponsorisée par Orange, partenaire du football français masculin et féminin depuis plus de 20 ans. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et pour parler un petit peu de la Coupe du Monde féminine qui démarre très vite, c'est le 20 juillet 2023, match d'ouverture, Coupe du Monde féminine qui se tient cette fois en Australie et en Nouvelle-Zélande et comme on l'avait fait en 2019, je vous propose de passer en revue les prétendantes majeures au titre final et également cette fois-ci, petite nouveauté, de se pencher plus précisément sur le jeu des bleus. Alors évidemment pas ces bleus-là, pas les bleus de Mbappé, Griezmann, Tchouaméni et leurs gestes spectaculaires dont on se souvient bien. Attendez quoi? Ah bah si en fait, c'est bien de ces bleus là dont on va parler aujourd'hui, c'est bien de leur jeu et de leurs grands moments comme présenté ici par Orange qui a réalisé cette petite vidéo truquée, je vous la mettrai en description si ça vous intéresse, mais on va aller encore plus loin pour entrer dans le détail tactique, vraiment mettre en lumière ce qui fait le propre des bleus d'Hervé Renard, pour se demander donc si elles peuvent faire aussi bien en 2023 que les bleus de Didier Deschamps en 2022, pour se demander si elles peuvent faire mieux encore. Qui va gagner cette Coupe du Monde? Alors, un mot rapide sur les outsiders peut-être pour démarrer, elles partent d'un peu plus loin que les autres, mais le Brésil par exemple, tout le paradoxe de cette immense nation de foot, le Brésil, 5 fois vainqueur chez les hommes, n'a jamais soulevé la Coupe du Monde féminine. D'ailleurs, elles n'ont même pas atteint les quarts de finale des deux dernières éditions, en 2015 et en 2019. C'est une sélection qui nous intéresse particulièrement, pourquoi bien sûr? Parce qu'elle est dans le groupe de l'équipe de France, ce Brésil qui n'a jamais de son histoire battu l'équipe de France féminine en à peu près une dizaine de confrontations. Martha, 37 ans, sera encore là, c'est sa 6e participation, son 6e mondial, son dernier. L'histoire serait belle, mais voilà, le Brésil n'est pas dans le top 5, top 6 des favorites. Je dirais à peu près la même chose pour le Japon, pourtant un des 4 seuls pays à avoir remporté la Coupe du Monde féminine, c'était en 2011, mais depuis, c'est une sélection qui a un peu perdu de terrain sur les dernières années. On voit ici Saki Kumagai, une joueuse que j'aimais beaucoup à l'époque du côté de Mont-Noël. C'est une sélection qui a un petit peu perdu de terrain. Éliminée en 8e de finale de la dernière Coupe du Monde, seulement quart de finaliste de leurs Jeux Olympiques à Tokyo en 2020/2021. Pour moi, ce serait une surprise de voir le Japon atteindre le dernier carré, même s'il y a quand même une base de qualité technique qui est loin d'être inintéressante. Ah, je dirais pareil pour les Pays-Bas, je sais pas, quelque part ce serait une vraie déception de ne pas les voir dans le dernier carré pour le coup, parce que les Néerlandaises sont les dernières finalistes de la Coupe du Monde, battues par les États-Unis 2-0 en finale. Lieke Martens qu'on voit ici est encore là, mais le gros problème pour eux, c'est qu'ils ont perdu sur blessure peut-être la meilleure buteuse du foot mondial en ce moment, Viviane Miedema, qui a été élue joueuse de l'année en Angleterre en 2019, la buteuse d'Arsenal. C'est une énorme absence, elle s'est fait les croisés comme tellement de joueuses de cette Coupe du Monde, c'est une vraie hécatombe. Les croisés chez les joueuses féminines à cause de la largeur de hanche, c'est une blessure qui est encore plus fréquente que chez les hommes. Mais bref, grosse absence, j'ai peur de voir mes Pays-Bas entre guillemets un peu décevant, un peu décevante sur ce mondial, j'espère pas, mais c'est pour ça qu'elles sont peut-être un petit peu en deçà du rang de prétendantes ou favorites. Voilà pour les Néerlandaises. Pour le Canada, alors intéressant, championne olympique à Tokyo, donc la médaille d'or, c'était il y a 2 ans. L'immense Christine Sinclair, 40 ans, et ses 323 sélections, elle sera encore là, elle aussi. Donc on a les stars d'antan, comme on a parlé de Martha, il y aura Christine Sinclair, il y aura aussi Megan Rapinoe pour les États-Unis et d'autres. Mais beaucoup de blessures pour les Canadiennes et aussi pas mal de soucis en dehors des terrains, avec des coupes budgétaires à la fédération, au Canada Soccer, qui sont assez mal passées. Voilà, il n'y a pas beaucoup de sérénité autour du football canadien féminin en ce moment. Gros mouvement de revendication autour de l'égalité salariale, etc. Pas un contexte idéal peut-être pour une sélection qui s'avance avec en plus quelques absences majeures. La Suède, alors la Suède c'est toujours spécial, gros morceau historique du football féminin, mais aucun titre majeur depuis le premier Euro de l'histoire, l'Euro 1984. C'est une sélection qui a perdu 6 finales de Coupe du Monde, Euro et Jeux Olympiques confondus. C'est un peu la sélection maudite. Elles sont toujours à une marche ou deux, mais il y a toujours l'échec au bout. Ce serait beau et quelque part la fin d'une malédiction de les voir aller au bout, et pourquoi pas. Elles peuvent le faire, je vais dire, comme l'Australie. Et là, ce serait peut-être la vraie surprise. Historiquement, c'est pas une des grandes sélections du plateau mondial, mais là, elles arrivent en superbe forme, en ayant notamment battu l'Angleterre en amical en 2023. C'est un collectif très expérimenté, on le voit ici, 9 joueuses qui ont plus de 100 sélections dans ce groupe, c'est incroyable. Elles ont bien sûr la superstar Sam Kerr, leur buteuse, qui a été élue 2 fois joueuse d'affilée de l'année en Angleterre. C'est la joueuse la mieux payée du monde avec la lyonnaise Ada Hegerberg. Et puis elles sont à la maison, les Australiennes. Donc ouais, ça fait pas mal d'atouts et je pense que parmi les outsiders dont on a discuté là, c'est peut-être les plus sérieuses. Ok, on passe aux Bleus, notre équipe de France, nos Bleus qui n'ont jamais gagné le moindre titre. Pas d'Euro, pas de Jeux Olympiques, pas de Coupe du Monde, jamais de titre majeur. Les Bleus n'ont d'ailleurs jamais atteint de finale
de compétition majeure. En 2019, c'était leur Coupe du Monde. En France, on y croyait, mais elles ont été battues par les États-Unis 2-1 au Parc des Princes en quart. Un résultat assez logique, doublé de Megan Rapinoe. Cette fois, par contre, quelque chose a changé. Bien sûr, comme on le sait, Hervé Renard a pris les rênes des Bleus. C'est sa deuxième Coupe du Monde en 6 mois, ou en 8 mois, quelques temps après nous avoir offert ces images dans le vestiaire de l'Arabie Saoudite, la victoire héroïque contre l'Argentine, deuxième Coupe du Monde pour Hervé Renard, en très peu de temps, et c'est un gagnant. C'est un gars qui gagne des trophées, 2 CAN remportés avec la Zambie à l'époque, avec la Côte d'Ivoire la suivante. J'avais fait une vidéo sur le sacre zambien, la magnifique séance de tir au but, toute l'histoire superbe autour de cette CAN. Voilà, c'est un vainqueur et on va dire que sa nomination à Hervé Renard a apaisé substantiellement le climat très compliqué qu'il y avait autour de l'équipe de France de Corinne Diacre. Malheureusement, il reste un énorme point négatif pour les Bleus, c'est que c'est l'hécatombe totale. Marie-Antoinette Katoto en pointe ne sera pas remise sans elle. Grosse perte de vitesse, grosse perte de qualité devant, c'est peut-être le grand coup dur de ces Bleus, mais il y en a d'autres. Grijenbok derrière, c'était 2 immenses pertes. Depuis la nomination de Renard, il y en a eu 2 de plus. Delphine Cascarino, la Lyonnaise, sa qualité technique, sa vitesse de percussion, c'est un gros souci. Et Amandine Henry, il y a une dizaine de jours, qui pourtant faisait son retour, la capitaine historique, légendaire de l'équipe de France, qui était en froid avec Corinne Diacre, ça devait être le renouveau. Elle aussi, malheureusement, elle va rater le mondial. Et enfin, sur le dernier match de préparation des Bleus, à la toute dernière minute, Selma Bacha s'est fait une entorse et on ne sait pas si elle sera rétablie. Pour le premier match, c'est sûr que non, mais même pour la suite de la compétition, ça risque d'être un peu compliqué. Donc comment vont jouer les Bleus avec toutes ces absences? Le 11 contre l'Australie, le match de préparation qu'on a perdu d'ailleurs, le dernier match de préparation, c'était ça, où on retrouve des habituels, Wendy Renard en défense centrale, Eugénie Le Sommer, c'est plaisir de retrouver les deux, Grace Gueyoro au milieu de terrain, Diani donc sur l'aile droite, même si elle se remet petit à petit de sa blessure et que ses premiers pas de retour sont un peu compliqués. Bon, ce sera une titulaire à n'en pas douter, Dali aussi au milieu de terrain. Niveau système, on devrait être sur un 4-3-3. Mais au-delà du 11, au-delà du choix des femmes, du système, ce qui m'intéresse vraiment, et peut-être ce qui est intéressant, c'est comment jouent ces Bleus. Comment est-ce qu'elles jouent vraiment? Quelques séquences qui m'ont marqué, on va les ressortir ici. Je suis allé sur Wisecout, Insta, j'ai regardé beaucoup de clips de cette équipe de France sur les dernières semaines. Et déjà, la première chose qui m'interpelle, c'est à quel point elles sont rapides, tranchantes. Je pense que c'est assez facilement une des sélections les plus athlétiques et percutantes du plateau, et ça leur sert dans plein de configurations. Des évidentes comme ici, où la pointe de vitesse de Lindsay Thomas, qui n'est pas retenue, mais lui avait permis de passer devant sa vis-à-vis et gagner un penalty, ou des plus subtiles comme là, où Elisa de Almeida peut aller chercher la profondeur long de ligne grâce aux foulées explosives de Delphine Cascarino, dans un style qui rappelle un peu ce genre de ballon de Koundé pour Coman dans le dos du latéral gauche. C'est un truc aussi qu'a l'équipe de France féminine. Bon, ni Thomas ni Cascarino ne seront là, mais on peut espérer que le retour de Diani donne ce type de solution également dans la profondeur au bleu. Et puis il y a d'autres séquences intéressantes. Là, contre le Canada, une victoire en avril, un pressing agressif et moderne, quelque chose qui me plaît beaucoup, qui montre à quel point cette équipe de France est tactiquement intéressante et physiquement peut répondre aux défis de la pression, du volume de jeu sans ballon. Pareil ici contre l'Australie, il y a quelques jours, tous les clips d'ailleurs que j'ai sortis sont extraits de la dernière année de compétition pour l'équipe de France. Donc on voit une équipe qui a une base tactique intéressante et qui est vraiment capable de séquences de grande classe. La construction soyeuse ici du jeu en une touche, en deux pour aller marquer contre la Norvège, qui est un adversaire assez coriace, un superbe but. Aussi, il y a quelques jours contre l'Irlande, un peu plus tôt, c'était l'avant-dernier match de préparation. Sur le deuxième but de ce match, une victoire 3-0 de l'équipe de France, deuxième but, superbe construction, très beau mouvement collectif. Donc voilà, finalement, quand je vois ces Bleus, sans être un expert du foot féminin, mais quand je vois les séquences que j'ai vues des Bleus, je vois une équipe qui me semble très moderne, qui se distingue en tout cas par un très gros volume de course sans ballon, une pression marquée, mais aussi, à côté de ça, un style assez raffiné, de vrais beaux moments de football. Alors maintenant, il y a les questions, bien sûr, sans Katoto, sans Cascarino, sans Mbok, sans Henry, est-ce que ce sera suffisant face aux très gros poissons du foot mondial, peut-être sans Bacha aussi sur les premiers matchs? Bon, ça, on verra, mais quoi qu'il en soit, les matchs de l'équipe de France devraient être assez divertissants. Bon, voilà pour les Bleus. Les prétendantes maintenant, un cran au-dessus des outsiders. Les prétendantes, d'abord l'Espagne, qui serait peut-être encore plus haut s'il n'y avait pas eu ce gros drama autour de la sélection en septembre dernier, où 15 joueuses ont annoncé boycotter la sélection, se mettre en retrait à cause d'un désaccord qu'elles avaient avec le sélectionneur Jorge Vilda, qu'on voit ici. Las 15, les 15 frondeuses. Quelques-unes ont été rappelées, 2 ou 3, mais l'immense majorité non. Elles dénonçaient des conditions de travail qui n'étaient pas assez pro, une vraie tension avec le coach. Donc voilà, ça c'est le contexte de la sélection espagnole
pas évident. Pourtant, elles ont d'immenses atouts. Bon, comme Alexia Putellas, double ballon d'or 2021-2022 avec le Barça, avec Bonmatí à ses côtés. L'Espagne a peut-être le meilleur milieu de terrain du tournoi, dans le top 3 en tout cas. Et puis voilà, ce Barça, il a gagné 2 des 3 dernières Ligues des Champions. Il fournit cette sélection espagnole en talent. Il y a une bonne base catalane et ça pourrait permettre à l'Espagne d'aller chercher un titre international cette fois. C'est pas le groupe le plus simple pour les Espagnols. Japon, Zambie aussi, qui est une équipe plutôt intéressante. On n'a pas parlé aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de talent dans cette formation, une grosse progression récemment sur les compétitions internationales. Un groupe pas encore guéri. C'est peut-être le problème de cette Espagne. Et on verra ce que ça donne, comme pour l'Allemagne, qui est une très grosse équipe historiquement et encore aujourd'hui. Les Allemandes en foot féminin, c'est quelque chose. Bien sûr, en Ligue des Champions, même à l'époque, Wolfsburg, Potsdam, qui en a remporté plusieurs. C'est une sélection qui est finaliste de l'Euro, qui a été battue en prolongation par l'Angleterre. Et la joueuse que je montre ici, Lena Oberdorf, milieu de terrain qui a gagné le prix de jeune joueuse du tournoi à 7 euros et qui est vraiment impressionnante, capable de moments de grande classe, une joueuse extrêmement moderne. Cette Allemagne, c'est un vrai cadre, ce serait surprenant pour moi de ne pas les voir dans le dernier carré à minima, notamment parce que leur groupe est assez favorable. Attention quand même, elles ont chuté en amical contre la Zambie, justement, dont on parlait il y a 2 semaines, où a été exposé à plusieurs reprises un petit manque de vitesse sur les côtés, un manque de concentration aussi. Elles reviennent à 2 partout dans le temps additionnel, mais pourtant les Allemandes encaissent le 3-2 dans la foulée. Si l'Allemagne gomme ces défauts-là, elle sera très menaçante, mais pour l'instant, voilà, je la mettrai 3e ou 4e favorite. Parce qu'il y en a 2 pour moi qui se distinguent quand même vraiment nettement. D'abord l'Angleterre, parce que les Anglaises, elles sont dans une forme étincelante, elles sont championnes d'Europe en titre bien sûr, elles ont remporté l'Euro l'été dernier, et puis leurs 2 dernières Coupes du Monde en 2015 et en 2019, 2 demi-finales. 3e au Canada, demi-finaliste malheureuse contre les États-Unis en France, une défaite 2-1 à Lyon, en ayant un but annulé de quelques centimètres à la VAR et en ayant raté un penalty à la 84e. Pour moi, si elles battent les États-Unis là, elles n'étaient pas loin de le faire, elles sont championnes du monde. Avec Sarina Wiegman, elles ont sûrement la meilleure sélectionneuse du plateau, et tout ça pour une sélection qui n'a jamais remporté la Coupe du Monde de son histoire. Quelque part, ça ressemble à un cocktail parfait. Pour moi, elles arrivent super en forme, c'est un peu le monde idéal pour aller remporter cette Coupe du Monde, la première pour les Anglais masculins et féminins confondus depuis 1966. Ce serait la première de ces Anglais, ce serait la 2e du pays. Peut-être un petit manque de profondeur au milieu, et elles vont devoir faire sans la meilleure joueuse du dernier Euro, celle qui avait été sacrée meilleure joueuse du dernier Euro, la 2e du Ballon d'Or 2022, Beth Mead. Donc ça, c'est quand même un problème. Mais l'Angleterre sera une force, quoi qu'il arrive. Il y a un réservoir de talent impressionnant, avec la progression de la Super League, l'équivalent de la Première Ligue pour les féminines en Angleterre, au Royaume-Uni. Bon, c'est le moment parfait, j'ai l'impression, pour les Anglaises. Les États-Unis, alors là, c'est de très loin la sélection la plus performante de l'histoire, 4 fois championne du monde sur 8 Coupes du Monde organisées, disputées. Elle reste sur 2 Coupes du Monde consécutives. Elle pourrait faire un triplé de mondiaux, ce qui n'a jamais été réalisé dans l'histoire du foot féminin et masculin confondu. Mais leurs étoiles sont vieillissantes. Rapinoe, qu'on voit là, elle a 38 ans, elle n'est plus titulaire. Alex Morgan, 34, ça commence à faire pas mal. Et le reste du collectif, en plus, est assez inexpérimenté. Il n'y a pas beaucoup de joueuses qui sont un petit peu au milieu. Elles arrivent comme la France aussi avec de grosses absences. Mallory Swanson et Kristen Press, peut-être 2 des meilleures attaquantes du monde en ce moment, sont out. C'est une sélection qui a aussi perdu 3 matchs d'affilée à l'automne dernier, il n'y a pas si longtemps. Octobre, novembre, défaite contre l'Angleterre, contre l'Espagne, puis contre l'Allemagne. Bon, comme on l'a vu, 3 grosses équipes, mais qui ont mené la vie dure aux États-Unis. Elles ne sont plus invincibles. Ça reste une équipe qui est bien sûr très talentueuse, qui s'appuie sur le vivier de talent de peut-être la meilleure ligue féminine du monde, mais c'est leur plus gros défi qui arrive là. Pour moi, si elles gagnaient cette 3e Coupe du Monde consécutive, ce serait la plus dure des 3 à gagner pour elles. Et ça va être très costaud. Donc mon prono final, qui va l'emporter? Bon, je vais dire que je me mets une petite pression supplémentaire parce que si je peux me permettre, j'ai donné les vainqueurs des 3 dernières compétitions internationales que j'ai pronostiquées. C'était l'Euro 2021, j'avais dit l'Italie, la CAN, j'avais dit le Sénégal, et pour la Coupe du Monde, j'avais dit l'Argentine, malheureusement. Donc cette fois, est-ce qu'on peut faire le 4 sur 4? Je vais dire que le vainqueur de la Coupe du Monde féminine, ce sera l'Angleterre. Je pense que dans la continuité de son Euro, mené par une superbe Sarina Wiegman, devant des États-Unis qui sont un peu amoindris en ce moment et que je ne vois pas réussir à faire la passe de 3, je vais dire que l'Angleterre va gagner la Coupe du Monde. S'il devait y avoir une outsider, une outsideuse qui gagne la Coupe du Monde, ce serait l'Australie. Attention à l'Australie qui arrive en très grande forme, qui sera à la maison. Je vois cette Australie de Sam Kerr extrêmement menaçante. Une finale Angleterre-Australie par exemple, ce serait pas du tout pour me surprendre. Donc voilà ce que je dirais pour les Australiennes. La déception du tournoi,
Bon, bah peut-être les Pays-Bas du coup, avec leur grosse absence. Les États-Unis, s'ils ne la remportent pas aussi, ce serait forcément une déception. Peut-être l'Espagne, si autour de ce groupe, on n'a pas un petit peu plus de sérénité autour du sélectionneur, etc. Et la France, alors que va faire l'équipe de France? Je vais dire qu'avec toutes ces absences, un dernier carré, ce serait déjà très bien. Ce serait une amélioration par rapport à la dernière Coupe du Monde. Ça va dépendre sur qui tu tombes. Mais évidemment, on souhaite aux Bleus d'aller le plus loin possible. Je pense qu'en l'état, avec toutes les joueuses qui manquent, croire à un premier titre mondial, premier titre tout court de son histoire, la marche est peut-être un peu trop haute, j'espère pas, mais on verra ça sur les prochains jours, parce que justement, sur les matchs à suivre, la France joue son match d'ouverture, c'est dimanche, ce dimanche, contre la Jamaïque, à midi. Donc un horaire accessible pour nous, un match de grasse matinée. Samedi d'après, contre le Brésil, ça c'est le match du groupe. Bon, France-Brésil, c'est toujours à voir. Mais la France-Brésil avec le Brésil, qui est une équipe, comme on a dit, assez menaçante. Samedi à midi, France-Brésil, deuxième match. Et puis Panama pour conclure, le 2 août, également à midi. Ensuite, on verra, il y a un Canada-Australie en J3 qui peut valoir très cher. Le Japon et l'Espagne sont dans le même groupe, donc ça c'est intéressant. Les États-Unis et les Pays-Bas aussi. On a un États-Unis-Pays-Bas en groupe, remake de la dernière finale de Coupe du Monde. Donc il y a quelques matchs sympas pour lancer ce mondial. Peut-être qu'on débriefera quelques matchs de l'équipe de France si les Bleus vont loin. Demi-finale, finale, là c'est sûr qu'on en fera une vidéo. Mais voilà, j'espère que ça le fera pour nos Bleus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qui est-ce que vous voyez remporter la Coupe du Monde féminine? Merci à vous pour votre fidélité. Merci à Orange d'avoir sponsorisé la vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous les amis. Et on se dit à bientôt. Bisous.